Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 1.1 du semestre 1, psychologie, sociologie, anthropologie, sorti en février 2019 à l'IFSI de Limoges. Bienvenue dans LA nouvelle façon d'apprendre. Passons directement à l'analyse de l'expérience de santé de Madame X, à travers 5 notions clés de psychologie, sociologie et anthropologie. Imagine que tu présentes Madame X non pas seulement comme une hémiplégie droite après AVC, mais comme un monde entier. L'IFSI attend de toi que tu montres que sa façon de vivre la maladie est unique, parce qu'elle est le résultat de sa tête, de son histoire, de son milieu et de sa culture. D'abord, on peut parler de représentation de la santé et de la maladie. Chacun a dans sa tête une petite théorie personnelle de ce que c'est qu'être en bonne santé ou malade. Pour Madame X, avant, l'AVC c'était un truc qu'on voit à la télé. C'était loin, abstrait, presque irréel. Quand ça lui arrive, le choc est double. Le corps lâche, mais son système de représentation aussi. Elle dit que c'est effrayant de voir son côté droit ne plus bouger. Elle ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Elle n'a pas de repère ici. Sa représentation de la maladie, construite par la télé, par son histoire, par sa culture, explose en plein vol. C'est ce mélange-là qui rend son expérience de santé singulière. Pour une autre personne, l'AVC aurait pu être associé à l'idée de chance d'être en vie. Pour elle, c'est vécu comme une violence et une incompréhension. Ensuite, il y a l'image du corps et l'atteinte de l'intégrité corporelle. Son hémiplégie droite, ce n'est pas juste un déficit moteur sur un schéma. C'est son corps, son outil de vie, surtout qu'elle est droitière. Elle dit « C'est effrayant pour moi quand je me suis aperçu que tout mon côté droit ne bougeait plus. C'est comme si la moitié de son corps avait cessé de lui appartenir. Son identité corporelle, ce « je me reconnais dans ce corps » est fissurée. Dans une perspective psychologique et anthropologique, le corps n'est pas qu'une machine, c'est aussi le support du statut, de l'autonomie, de la dignité. Elle se sent diminuée, comme si on avait réduit sa place dans le monde. Pour elle, qui bougeait tellement avant, cette perte n'est pas la même que pour quelqu'un de très sédentaire. L'atteinte corporelle touche son identité profonde. On rencontre aussi la notion de rôles sociaux et identité biographique. Madame X n'est pas juste patiente hospitalisée en neurologie. Elle est veuve, mère de 2 fils, grand-mère de 4 petits-enfants, ancienne conjointe d'un homme alcoolique et violent, ancienne aidante d'un mari gravement malade. Elle a occupé pendant des années des rôles forts, celle qui tient debout, celle qui va jusqu'au bout, celle qui supporte, qui protège son enfant, qui accompagne jusqu'au décès. Sa maladie vient casser cette identité de pilier. Elle passe du rôle de soutien à celui de personne dépendante. C'est une véritable rupture biographique. Sa trajectoire de vie prend un virage brutal. Sociologiquement, on voit bien comment le changement de rôle, de celle qui aide à celle qui a besoin d'aide, rend son expérience de santé unique, parce qu'elle entre en contradiction avec l'histoire qu'elle se raconte sur elle-même. Une autre notion essentielle, c'est celle de stratégie d'adaptation et de coping face à l'épreuve. Madame X a traversé des événements très violents. Violence conjugale, menace avec une carabine, alcoolisme, cancer généralisé de son mari, drames familiaux. Elle dit elle-même « Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir debout ». Pour survivre à ça,
Elle a forcément développé des stratégies. Banalisation, endurance, minimisation, soutien aux autres. Aujourd'hui, avec l'AVC, ces anciennes stratégies sont mises à l'épreuve. Elle oscille entre volonté, il faut que je m'en sorte, détresse, je déguste, recherche de contrôle, je veux aller dehors, moi ça me manque d'aller dehors, et crie la nuit qu'elle ne maîtrise pas. Son cerveau émotionnel est saturé. Psychologiquement, son expérience de santé est marquée par l'empilement des traumas antérieurs et par la nécessité de reconstruire de nouvelles stratégies d'adaptation dans un corps qui ne répond plus comme avant. Sa manière de réagir n'est pas exagérée, elle est cohérente avec tout ce qu'elle a déjà traversé. Enfin, il y a la notion d'ancrage social, culturel et rapport au lieu de vie. Elle répète, quand elle veut rentrer chez elle, qu'elle n'a pas de repère ici. L'hôpital, pour elle, c'est un univers étranger, avec ses codes, ses bruits, ses soignants. Son domicile, au contraire, c'est le lieu de contrôle, de liberté, de repères sensoriels et symboliques. Ses objets, ses habitudes, ses souvenirs. Dans une perspective sociologique et anthropologique, la maison n'est pas qu'un toit, c'est un espace identitaire. Son insistance à vouloir rentrer ne vient pas seulement d'une mauvaise compréhension médicale, mais d'un besoin profond de réintégrer son territoire, son réseau social, ses fils, ses petits-enfants, mais aussi l'absence du mari décédé, joue aussi un rôle. Elle imagine déjà du soutien à domicile, une aide, pourvu qu'elle soit chez elle. Sa manière de vivre l'hospitalisation et la maladie dépend donc de son milieu de vie, de sa place dans sa famille, de sa relation à l'espace. Là encore, c'est ce qui fait que son expérience est propre à elle. Si tu mets bout à bout ces 5 dimensions, représentation de la maladie, image du corps, rôles sociaux et ruptures biographiques, stratégie d'adaptation, ancrage social et rapport au domicile, tu obtiens un portrait complexe, singulier. Tu ne vois plus une AVC hémiplégique de plus. Tu vois Madame X, avec son histoire, ses peurs, ses forces, ses liens, sa culture, son corps blessé et son envie farouche de s'en sortir. Question 1. Comprendre ce que vivent réellement le corps et le cerveau de Madame X. Quand tu entres dans la chambre de Madame X, tu vois immédiatement que quelque chose a bouleversé son existence. Son hémiplégie droite coupe son corps en deux comme une frontière qu'elle n'a pas choisie. Et quand elle parle, ses mots s'accrochent, trébuchent, cherchent leur route. C'est la trace d'une aphasie, encore présente comme une radio brouillée qui tente de capter à nouveau la bonne fréquence. Ce tableau n'a rien à voir avec des troubles psychiatriques, même si son discours peut sembler décousu. Ce qu'elle vit n'est pas une rupture mentale, mais une désorganisation neurologique, la conséquence directe d'un AVC qui a touché la zone du langage. Rien dans ces symptômes ne renvoie à une souffrance familiale comme cause du déficit. Les drames qu'elle évoque, violence, deuil, traumatisme, appartiennent à son histoire, mais ne provoquent pas une paralysie d'un côté du corps. Nous ne sommes pas dans un trouble du comportement, ni dans un effondrement psychique, mais dans un déficit localisé, observable. Son vécu est donc l'expression classique d'un déficit moteur unilatéral, associé à une aphasie partiellement résolutive. C'est son cerveau qui réapprend à fonctionner.
C'est son corps qui se bat pour retrouver un équilibre. Et déjà, dans cette scène, on comprend l'une des clés de l'UE. Une personne ne vit jamais la maladie de manière standard. Son expérience est unique, sculptée par son identité, son histoire et son rapport au monde. Question 2. La nuit, les cris et le rôle profond du soignant. À 3 heures du matin, les murs du service deviennent plus silencieux, plus lourds, plus vastes. C'est souvent à cette heure que surgit ce que le jour retient. Un cri te surprend, un cri fort, venu de la chambre de Madame X. Pas un cri d'agressivité, un cri de peur, de panique, d'insécurité profonde. Tu entres, elle tremble, son regard est celui d'une femme qui vient de perdre ses repères les plus fondamentaux, le contrôle de son corps, la maîtrise de ses gestes, la certitude de ses capacités. Ce moment est crucial. Tu deviens son repère, alors qu'elle dit n'en avoir aucun ici. Les mauvaises réactions seraient de tomber dans la menace, la culpabilisation ou la contrainte. La menacer d'une contention, lui dire qu'elle dérange les autres ou évoquer un transfert en psychiatrie, ce serait ajouter de la violence à la violence. Elle ne contrôle pas ses cris, elle n'a pas choisi sa détresse. La réponse ajustée est tout autre. Tu t'approches, tu parles posément, tu ramènes du calme, du contenant, de la sécurité affective. Tu fais ce que le soin sait faire de plus humain. Tu apaises par la présence, la voix, l'écoute. Puis tu ouvres une porte en proposant la rencontre avec un psychologue, parce que son vécu émotionnel a besoin d'un espace pour se déposer. Dans cette scène, on comprend l'essence même du rôle infirmier. Être un repère quand tout s'effondre. Question 3. Le fils, l'inquiétude et l'alliance thérapeutique. Le lendemain, le fils de Madame X arrive. Il porte dans ses traits les signes d'une angoisse familiale, la culpabilité de ne pas avoir vu venir, la peur de perdre sa mère, le besoin de comprendre ce que le corps médical sait. L'erreur serait de le rejeter, de minimiser ou de le renvoyer à des sources incertaines. On ne dit jamais à un proche que ce n'est pas nécessaire d'échanger, ni qu'il n'a qu'à regarder sur Internet. Et l'on ne minimise jamais un AVC en disant « ça pourrait être pire ». Ces réactions ne créent pas de lien thérapeutique, elles brisent la confiance. La bonne posture est celle qui inclut la famille dans la dynamique de soins. Le fils devient un partenaire, un acteur du rétablissement. Alors tu l'écoutes, tu réponds avec calme et tu le diriges vers la travailleuse sociale du service, celle qui sait traduire les besoins médicaux en solutions concrètes, aide, droit, aménagement, ressources. C'est un moment clé. Le soin quitte les murs de l'hôpital pour entrer dans la vie sociale de la patiente. Question 4. Le désir de retour à domicile, entre volonté et réalité neurologique. Le fils revient, décidé, elle veut rentrer, elle sera mieux chez elle. Et il a raison, en partie. Le domicile est souvent un lieu de repère, de sens, de continuité identitaire. Pour Madame X, la maison est un symbole de liberté, de sécurité, de normalité. Mais il y a un obstacle invisible, l'anosognosie, cette absence de conscience des déficits. Elle ne voit pas ce qu'elle ne peut plus faire.
Elle ne réalise pas sa faiblesse, sa lenteur, son déséquilibre. Elle croit pouvoir poser les gestes d'avant, alors que son corps dit le contraire. C'est là que tu dois protéger, anticiper et expliquer. Encourager un retour précoce serait dangereux, même si la demande vient de la patiente. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est un symptôme neurologique. Alors tu expliques calmement que ce retour n'est pas encore envisageable, que la sécurité passe avant le désir et que l'autonomie doit se reconstruire étape par étape. Le but n'est pas de contrarier la famille, mais de préserver la patiente. Question 5. Construire l'avenir. Accompagner le fils dans son rôle d'aidant. Quelques jours plus tard, le fils revient, plus fragile cette fois. Il a vu sa mère en larmes, il a entendu ses cris, il a perçu son désarroi. Il veut bien faire, mais il ne sait pas comment. Il est pris entre amour, responsabilité et peur. Tu lui expliques une vérité essentielle. Après un AVC, la fragilité émotionnelle est normale, presque attendue. La maladie modifie le corps, mais aussi les émotions, les rythmes, les capacités cognitives. Puis tu lui donnes un rôle. Encourager ce qu'elle peut encore faire, même de petites choses. Renforcer ce qui fonctionne, valoriser l'effort. Jamais punir, jamais pointer l'échec. Le cerveau en reconstruction a besoin de renforcement positif, pas de blessures supplémentaires. Enfin, tu t'intéresses aux lieux de vie, aux escaliers, aux aménagements nécessaires, et tu préviens si besoin l'ergothérapeute pour préparer une évaluation du domicile. C'est ce moment où le soin devient projet, où le fils devient partenaire, où la patiente n'est plus seulement hospitalisée, mais déjà engagée vers son rétablissement. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça, la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître, sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés, ici tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.